Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. C'est la République qui est atteinte par le drame de Colobrières dans le Var, déclare François Hollande. Jean-Pierre Bel exprime sa profonde émotion. 2 femmes gendarmes ont été tuées par un tireur connu pour sa violence et déjà condamné dans le passé. Le gouvernement Hérault sera ajusté à la marge jeudi. François Rebsamen, le patron des sénateurs socialistes, se dit favorable à l'entrée de ministres du MoDem et communiste. À l'Assemblée nationale, la course pour le perchoir met aux prises Elisabeth Guigou, Claude Barthelone et Jean Glavany. Ce dernier, réélu brillamment dans les Hautes-Pyrénées hier, est notre invité. L'UMP commence son examen de conscience après l'échec de ses candidats qui évoquaient des valeurs communes avec le Front National. La dérive droitière est dénoncée aujourd'hui par Jean-Pierre Raffarin ou encore Alain Juppé. Également avec nous ce soir, Gérard Longuet qui, il y a peu, déclarait que le FN n'était pas un parti pestiféré. Une victoire de droite bien accueillie en Europe, c'était l'autre scrutin législatif d'hier qui a vu la nouvelle démocratie l'emporter en Grèce. La coalition gouvernementale reste à constituer à Athènes, mais déjà les pays de la zone euro sont rassurés, même si à l'instar d'Angela Merkel, il y a quelques instants, il rappelle la nécessité pour les Grecs de respecter leur programme d'austérité. Paul Bouffard. À l'unisson, l'Europe dit ouf et la presse grecque titre en une un résultat en forme de soulagement. Dès hier soir, les dirigeants européens tendent la main vers Athènes. La chancelière allemande Angela Merkel salue un bon résultat. Pierre Moscovici, de son côté, prône de la discipline et de l'espoir. Au Fonds monétaire international, on se dit prêt à discuter avec le nouveau gouvernement. Cependant, du côté des bourses européennes, le soulagement est mitigé. Ce matin, elles ouvraient à la hausse pour ensuite se dégonfler à la clôture. Hier, le parti Nouvelle Démocratie, droite conservatrice pro-euro, remporte 129 sièges sur 300 au Parlement grec. Son leader, Antonis Samaras, doit désormais former un gouvernement en moins de 3 jours. Je vais tenter immédiatement de former un gouvernement de salut national avec les partis qui croient à l'orientation européenne du pays et qui croient à l'euro. Mais pas question de s'unir pour Alexis Tsipras. Le leader de la gauche radicale anti-rigueur refuse d'adhérer à ce nouveau gouvernement. Il faut rapidement qu'il y ait un gouvernement et que nous endossions le vrai rôle d'une opposition combattante et que nous exercions notre contrôle sur le gouvernement. Dans la soirée, Antonis Samaras rencontrera le chef du Parti socialiste qui, de son côté, est prêt à former un gouvernement de responsabilité nationale. La Grèce s'éloigne d'une sortie de la zone euro, mais le pays reste sous perfusion et sous haute surveillance. En France, le mot rigueur n'est pas ou plus tabou. Manuel Valls l'a prononcé ce matin alors que le gouvernement a 2 semaines pour trouver, selon certaines estimations inspirées par Bercy, 10 milliards d'euros. Explications et conséquences de ce retour brutal à la réalité en ce lendemain d'élection. Elisa Bertolomé. Rigueur, le mot est lâché dès le lendemain des législatives. Ce n'est pas le ministre de l'économie, mais son homologue de l'intérieur qui a franchi le pas. La rigueur, elle est nécessaire. En tout cas, l'effort de rétablir l'équilibre de nos comptes publics. Mais les Français ne peuvent accepter l'effort que s'il est partagé, que s'il est juste. Cet effort, le gouvernement devra le conjuguer en 2 étapes. D'abord, redéfinir le budget 2012. Le dérapage du déficit public contraint le gouvernement à trouver 10 milliards d'euros. Ensuite, prévoir le budget 2013. L'audit de la Cour des comptes, publié début juillet, devrait confirmer les efforts à faire en matière de réduction des dépenses de l'État. Si le gouvernement veut tenir ses engagements, une augmentation des impôts pourrait s'avérer nécessaire. Dans la réalité, on va augmenter une partie des impôts, une partie des Français, en essayant de les rendre à la fois plus justes, mais globalement, l'addition sera là. Et deuxième aspect, il y aura quand même, à l'évidence, une réduction de la part des dépenses publiques dans le PIB. C'est ce qui était proposé dans le programme, de 2 points en 5 ans. À part Manuel Valls, le gouvernement rechigne à parler ouvertement de rigueur. Pierre Moscovici réfute toute politique d'austérité, préférant le mot effort, un terme cher à François Hollande pendant la campagne présidentielle. Le chef de l'État, justement, il a commémoré ce matin l'appel du 18 juin au Mont Valérien. Et il s'est envolé un peu plus tard dans la journée pour le sommet
des pays du G20 au Mexique. La croissance et le sauvetage de la zone euro seront au programme. François Hollande dispose donc des pleins pouvoirs à l'issue du scrutin d'hier. On le voit sur ce graphique, le Parti socialiste a la majorité absolue. Donc à l'Assemblée nationale, ne manque au pouvoir que la majorité des 3/5 des parlementaires pour faire adopter des réformes constitutionnelles, dont certaines d'ailleurs ont alimenté la polémique durant la et les campagnes électorales que l'on vient de vivre. François Goulin. C'est sur une simple question d'arithmétique que François Hollande risque de buter. S'il veut modifier la Constitution, il lui faudra réunir à Versailles, dans un Parlement convoqué en Congrès, les 3/5 des suffrages. Mais le compte n'y est pas, il manque à la gauche 35 voix pour arriver à ses fins. Pourtant, François Hollande a promis de modifier la Constitution sur de nombreux points lors de la campagne présidentielle. Le projet le plus emblématique, le droit de vote aux élections locales pour les étrangers résidant en France depuis plus de 5 ans. Le candidat a également évoqué la réforme du statut pénal du chef de l'État, ainsi que l'introduction dans le texte des principes de la laïcité ou la suppression du mot race. Lors du débat d'entre-deux tours, le candidat Hollande avait prévu cette difficulté, soulignant que la majorité des 3/5 ne serait atteinte qu'avec les voix d'une partie de la droite et du centre. S'il n'y a pas de majorité, ce sera au peuple français de pouvoir en décider, avait-il ajouté. Un référendum donc, c'est la seule possibilité qu'il reste au chef de l'État. Alors que l'on prête l'intention au chef de l'État de faire entrer des ministres communistes au gouvernement, de leur faire une place, eh bien la ligne du parti est claire. Les conditions ne sont pas réunies. Le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, l'a répété aujourd'hui et il aurait espéré des inflexions importantes du projet présidentiel pour répondre, dit-il, aux urgences sociales. Il a cité une hausse du SMIC ou encore la relance des services publics. Elle visait le perchoir, battue. Ségolène Royal a renoncé à présider aujourd'hui, après l'épreuve, a-t-elle dit, une session du Conseil régional de Poitou-Charentes. La compétition s'aiguise pour présider l'Assemblée nationale. Jérôme Rabier. La conquête du perchoir, c'est un peu comme une campagne électorale sur un marché. Il faut serrer des mains, discuter avec la presse, flatter les électeurs. Et en l'occurrence, les électeurs sont les députés élus ou réélus. Regardez, un petit jeune issu de la Seine-Saint-Denis et qui est député de Saint-Denis. Bravo, monsieur le député. Claude Barthelone a choisi la presse ce matin pour présenter sa candidature. Élu depuis 1981, il avance son expérience pour prendre la tête de l'Assemblée nationale. Je pense à la fois que je suis un parlementaire chevronné, que je suis reconnu avec mes qualités de combattant politique, mais je dois vous dire que j'ai aussi une convivialité qui est reconnue à la fois chez les socialistes et à droite, qui peut-être est un atout supplémentaire pour pouvoir présider une assemblée. Il affrontera notamment Elisabeth Guigou qui s'est déclarée disponible pour le poste mais qui paraît davantage s'inscrire dans une démarche collective. Je suis disponible, je souhaite exercer des responsabilités. Je pense qu'il ne faut surtout pas qu'on soit dans une bataille, comme souvent on dit, hein, la bataille du perchoir. Non, moi je ne veux pas m'inscrire dans une bataille. À l'heure de la parité au sommet de l'État et alors qu'aucune femme n'a jamais occupé le poste, l'ancienne ministre de la Justice pourrait jouer sa carte. Le dernier candidat en lice est Jean Glavany, lui aussi ancien ministre de Lionel Jospin. Il fait figure de candidat des territoires. Il a d'ailleurs habilement rappelé que ses deux adversaires sont élus de Seine-Saint-Denis et que la France dans sa diversité doit être représentée à l'Assemblée nationale. Eh bien justement, Jean Glavany, il est là avec nous, pas seulement candidat des territoires peut-être, vous avez été brillamment réélu, je le disais tout à l'heure, 67% des voix dans les Hautes-Pyrénées. Hein. Oui, voilà. J'en suis fier et j'en remercie beaucoup les électeurs de cette première circonscription qui pourtant avait été redécoupée, pas pour me faciliter la tâche, parce qu'elle était nouvelle pour moi aux 2 tiers. Ouais. Avec nous également Gérard Longuet, ancien ministre et sénateur UMP de la Meuse. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, 2 hommes et une femme, donc, hein, pour décrocher le perchoir. Jean Glavany, pourquoi est-ce que vous vous sentez le plus à même de présider l'Assemblée que Claude Barthelone et Elisabeth Guigou? D'abord parce que j'aime passionnément le Parlement depuis très longtemps. J'ai une culture parlementariste et voilà, j'aime l'Assemblée nationale. Je suis rentré comme jeune assistant parlementaire dans les années 70 dans le groupe présidé par Gaston Defferre. C'est là que François Mitterrand m'a découvert et embauché, si j'ose dire. Oui. Donc j'aime le Parlement, j'aime cette culture parlementaire, j'ai la passion de cette maison. Ça c'est le propre de tous les élus, Jean Glavany. Ils ne le montrent pas tous de la même façon. Bon, en plus, comme d'autres, j'ai été premier vice-président de l'Assemblée, j'ai présidé des commissions d'enquête, j'ai fait mon travail, je me suis investi dans mon travail.
Et puis voilà, il y a des raisons politiques aussi qui sont liées à l'élection de François Hollande, qui, je crois, présente une vraie opportunité pour le Parlement en termes de revalorisation des droits, et donc je voudrais la saisir. Je voudrais, voilà, comme un militant de l'élection de François Hollande, je voudrais l'aider à appliquer son programme en matière de droit du Parlement. Il doit vous entendre. Est-ce que son pouvoir d'influence est grand dans cette nomination? Vous avez rappelé que vous avez travaillé... C'est pas une nomination, c'est une élection. Dans cette élection. Vous avez rappelé que vous avez travaillé à l'Élysée comme chef de cabinet de François Mitterrand. Forcément, il a son mot à dire dans cette élection. François Hollande et François Mitterrand. J'ai travaillé au cabinet de François Mitterrand et c'est François Hollande qui aujourd'hui, il a son mot à dire. Oui et non. Enfin, bien sûr, l'influence d'un président de la République qui a été notre premier secrétaire, qui a été notre candidat, forcément existe. En même temps, je souhaite qu'il n'en ait pas. Voilà, parce qu'il a dit qu'il n'en aurait pas, qu'il voulait que le président préside, que le gouvernement gouverne et ne soit pas rabaissé au rôle de collaborateur, et que le Parlement soit libre et autonome. Eh bien, chiche, voilà. Et je pense que ça serait pas bon, parce que je souhaite qu'il tienne ses engagements et que son discours, auquel je crois beaucoup, l'indépendance et l'autonomie du Parlement, je souhaite que ça prenne corps. Vous avez vu comment Claude Barthelone fait campagne, hein, il y va, hein, il embrasse tout le monde, vous allez au contact aussi? Je suis pas manchot, j'ai pas été élu dans les Pyrénées... pour ma froideur, et les jeunes députés, je sais aussi les accueillir, vous en faites pas. Un point qui vous énerve, hein, c'est Elisabeth Guigou qui met en avant ses qualités, femme d'abord. Elle dit quel formidable symbole ce serait, et puis ensuite elle met en avant, deuxième point, sa connaissance des dossiers européens, si importants aujourd'hui. Oui, mais je ne les connais pas, je pense que j'ai passé plus de nuits blanches à Bruxelles qu'elle, mais c'est pas la question. La question, vous savez... Il y a 5 ans, on a choisi une femme pour nous présenter à l'élection présidentielle. Tous collectivement, et on l'a défendue. Ça n'a pas marché. 5 ans après, on a choisi un homme. Pas parce que c'était un homme, mais parce qu'on a pensé que c'était celui qui représentait la meilleure adéquation à la fonction de président. Et on s'est battu pour lui, pas parce que c'est un homme. J'ai été élu, moi, parce que je suis un homme. Et à côté de moi, dans la circonscription voisine, une femme, pas parce que c'est une femme, parce qu'on a des valeurs et des convictions. Donc oui, ça aurait de la gueule, si j'ose dire, qu'une femme soit présidente de l'Assemblée. Mais ça aurait eu aussi de la gueule qu'il y ait une femme Premier ministre. Et la question n'est pas là. On n'est pas élu pour nos qualité génétique. On est élu parce qu'à un moment on incarne bien et on représente bien l'institution à laquelle on aspire. C'est aux députés d'en décider. Oui, alors élu ou pas, on verra. Jean Glavany, est-ce que vous estimez qu'une assemblée ou un parti, le vôtre, est hégémonique, doit résister à l'arrogance? Ça sûrement. Et comment? Parce que c'est une question de principe dans la vie politique, dans la vie tout court, il ne faut pas être arrogant, a fortiori quand on a beaucoup de pouvoir, mais la droite, Gérard Longuet le sait mieux que moi, a eu tous ses pouvoirs pendant de très longues années, y compris jusqu'au mois de septembre dernier, au basculement du Sénat, de la maison où nous nous trouvons. Mais c'est bien pratique en même temps, évidemment, la majorité absolue pour le PS, ça évite les embûches. Raison de plus, quand on a tous les pouvoirs, effectivement, on a beaucoup de pouvoirs, il y a quand même des contre-pouvoirs, il y a le Conseil constitutionnel, il y a les médias, il y a la vie démocratique. Bon, raison de plus pour ne pas tomber dans la tentation du pouvoir absolu. Mais vous êtes satisfait par ailleurs l'arrogance de la majorité absolue, donc du pouvoir absolu, ça évite des pertes de temps avec les partenaires. Je dément profondément vos propos. Il ne faut surtout pas que la majorité absolue entraîne un pouvoir absolu. Il faut un pouvoir démocratique respectueux du Parlement et de la diversité. Oui, alors Gérard Longuet, au Sénat, la situation est différente. Hein. On le voit, la gauche n'a que 6 voix d'avance sur la droite. Hein, une étroitesse d'ailleurs de la majorité qui est reconnue par le président Jean-Pierre Bel, avec des communistes qui ici se passent en situation d'arbitre. Ça vous inquiète l'un et l'autre peut-être, je ne sais pas. Gérard Longuet. Ça ne m'inquiète pas, parce que ça fait partie de la richesse démocratique et du pluralisme. Voilà, puis je fais confiance à Jean-Pierre Bel et au Sénat dans sa sagesse pour gérer ce genre de situation. C'est la démocratie vivante, ça ne m'inquiète pas. Le Sénat les sénateurs aiment travailler, aiment faire les lois les plus adaptées, les plus proches, les plus pertinentes. Je crois que la passion politique n'est pas du tout la même, en tous les cas dans le Sénat que j'ai quitté il y a un peu plus d'1 an, que je retrouve aujourd'hui. Donc c'est pas quelques voix qui comptent. Moi j'ai été président de groupe avec un groupe qui était, comme le dit Jean Glavany, libre, souvent dans ses votes et qui ne marchait pas au canon. Et je trouve qu'il est bien qu'il en soit ainsi, en tous les cas, au Sénat. Pose un autre problème qui est beaucoup plus passionnant et sur lequel j'interrogerai volontiers Jean Glavany comme candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. C'est le mode de scrutin à l'Assemblée nationale et d'autre part la coïncidence dans le temps la plus judicieuse pour revaloriser l'Assemblée nationale entre élection présidentielle et élection législative. Moi, j'ai été passionnément député
juste un peu avant vous, 78, et avec le septennat, il y avait ce rendez-vous législatif qui était un vrai défi pour les présidents. Certains les ont gagnés, d'autres les ont perdus. L'Assemblée existait par elle-même et les groupes politiques existaient par eux-mêmes. Aujourd'hui, tout est absorbé par le rapport de force présidentielle. J'aimerais avoir l'avis d'un candidat à la présidence de l'Assemblée socialiste. C'est une très bonne question et elle est difficile parce qu'il est vrai que la coïncidence, la réduction du septennat en quinquennat présidentiel et c'est un changement de nature qu'on a probablement tous sous-estimé. En tout cas, moi je l'ai sous-estimé, mais je pense que et beaucoup à gauche comme à droite l'ont sous-estimé. Et l'inversion du calendrier qui consiste à mettre la présidentielle avant, ce qui a un sens d'un point de vue politique, puisqu'on décide de celui qui est chargé de l'essentiel. Mais ça tue beaucoup. Ça tue beaucoup. En tout cas, ça tue beaucoup quoi, le parlementarisme. Ça tue beaucoup l'intérêt des élections législatives. Les Français, on l'a vu dans ces élections, nous l'ont dit. L'abstention, si elle a été multipliée par 2 un peu, c'est pourquoi? Parce qu'ils nous le disaient tous les jours. On a décidé l'essentiel. Enfin, beaucoup d'électeurs nous le disaient. Et nous, on leur disait, non, il faut aussi donner à l'essentiel, c'est-à-dire au président de la République, les moyens de sa politique. Il y a des réformes qui ont été envisagées par le président élu. Pas tellement l'inversion des scrutins, mais peut-être une dose de proportionnel. On a parlé d'une centaine de députés. C'est une vraie question. Non pas la proportionnelle intégrale, parce que c'est une faute, parce qu'il faut garder un lien entre les élus et leur territoire, autant que faire se peut. Oui, ça c'est vrai. Mais une dose de proportionnelle, ça fait l'objet d'un engagement de François Hollande, a été validé par le peuple, fait l'objet d'un consensus dans le centre. Le système allemand est pas mal. Oui, le système allemand est pas mal, c'est un scrutin mixte. Une grande partie de la droite avait accepté l'idée d'une dose, y compris Nicolas Sarkozy, d'une dose proportionnelle, et il faut le faire, je pense. Mais il faut le faire avec mesure, mais il faut le faire parce que l'engagement a été pris et que ça ferait du bien à la démocratie. Un mot encore sur le perchoir, parce qu'on sait que c'est le poste que guignait Ségolène Royal. Vous avez une pensée pour elle, j'imagine, aujourd'hui. Jean Glavany, il se murmure qu'on pourrait faire une place à Alain Rousset au gouvernement pour lui laisser à elle la présidence de l'Association des régions françaises. Que pensez-vous de ce deal? Je ne sais pas. Ceci au fond, ne m'intéresse pas parce que je n'aime pas les deals comme ça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai commencé ma vie politique, élective en 88. J'ai été battu par un dissident dans les Hautes-Pyrénées. Donc je sais ce qu'elle ressent parce que je sais ce que la dissidence entraîne comme confusion et comme tension. Donc j'ai été battu, ça m'a fait du bien. D'ailleurs la fois d'après en 93, quand tous mes amis perdaient, j'ai gagné. Donc je sais très bien ce qu'elle ressent et je partage. Plus jeune que vieux. Voilà, exactement. Et donc je partage. On a le temps d'apprendre. Je partage les sentiments qu'elle. Vous connaissez bien son tombeur, Monsieur Falorni, hein? Mais nous le connaissons tous. Vous le connaissez, mais vous personnellement, oui. On le connaît tous. Alors, et pour vous, est-ce que c'est un traître? Il était le premier secrétaire du Parti socialiste de la Charente-Maritime pendant des années. Il était un ami qui a accueilli l'université. Il nous a accueillis chez lui pendant des années. Il était un des principaux et des premiers soutiens de François Hollande. Et maintenant, il faudrait. Donc, autant on lui a tous dit, écoute, on ne peut pas soutenir un dissident parce qu'il y a une règle qui est celle de mais pour vous, est-ce qu'il est un traître? Mais attendez, on lui garde tous notre amitié, la vie privée ne change. Un traître alors. Écoutez, j'en pourrais sûrement pas ce mot-là. En tous les cas, il sera un jour réintégré dans le groupe socialiste. C'est pas à moi d'en décider. Mais vous l'espérez. Mais quand j'ai été battu par un dissident, je me suis battu pour qu'il réintègre le. Est-ce que vous n'avez pas l'impression l'un et l'autre, et d'ailleurs le Premier ministre a été très clair hier soir en disant que les choses allaient être difficiles, qu'on sort brutalement d'une longue léthargie électorale, Gérard Longuet, et que c'est le retour à la réalité économique? Moi, je n'ai pas du tout ce sentiment. J'ai le sentiment que tout au long de sa campagne, Nicolas Sarkozy a obéi au principe de réalité, a rappelé le principe de réalité, s'est nourri du principe de réalité et a failli gagner sur le principe de réalité. Ce que je regrette, c'est que le débat ne se soit pas prolongé à l'occasion des élections législatives et sans attaquer les médias nationaux, force est de constater qu'il n'y a pas eu beaucoup d'échanges sur ces sujets. Alors, je dois reconnaître que le gouvernement n'avait pas présenté beaucoup de réformes à cet instant, au point d'ailleurs que le journal Le Monde, à la veille du premier tour, dans un éditorial, disait « Mais Monsieur Hollande, dites-nous comment vous allez faire avant de le faire. » C'est ce que dit Libération ce matin. Et Libé le demande aujourd'hui et tout le monde le demande. Voilà, donc voilà le problème de cette campagne impossible. Parce qu'en effet, nos compatriotes nous disaient, mais attendez, on a eu à gauche les primaires, on a eu la présidentielle qui s'est éternisée pendant 5 ou 6 mois, vous nous demandez encore 5 semaines de débat,
alors que ce gouvernement n'a encore rien fait. Oui, il n'a rien fait, mais il fallait voter. Voter sur quoi? Ça, c'est un vrai problème. Alors, Jean Glavany, est-ce qu'on a occulté une partie de la réalité et des difficultés qui nous attendent aujourd'hui, alors que là, on parle... Vous savez, je ne crois pas, parce que les Françaises et les Français, pendant toutes les deux campagnes électorales, nous ont dit à quel point ils étaient conscients de la difficulté de la situation française. Ils en sont très conscients. À quel point ils sont conscients que tout le monde devra faire des efforts. Mais à quel point ils nous demandent aussi simplement que ces efforts soient justement répartis. Donc je ne crois pas qu'on ait occulté. Et vous verrez, je serai très surpris et déçu, mais je n'ai pas d'inquiétude à ce sujet, que dans les mesures qui seront annoncées, à la fois de maîtrise des dépenses et de hausse des recettes, il y a des choses qui n'étaient pas... Mais c'est inscrit noir sur blanc dans le programme de François Hollande, simplement pas pour tout le monde, les hausses des impôts, pas pour tout le monde. Elles étaient de toute façon inéluctables avec la droite. Elles étaient de toute façon inéluctables même avec la droite. Nous avions fait un choix, un quart d'impôts, 3/4 de réduction de dépenses. J'aimerais connaître le ratio de... C'est un choix que vous avez fait, mais vous n'avez pas tenu. Si. Non. Non seulement là, on l'a tenu, mais on a même eu le courage d'annoncer la TVA avant même les élections. On aurait pu fermer notre gueule. Pas du tout. On a décidé de le dire publiquement. Si vous êtes élu, c'est vous qui devrez faire la TVA. En tout cas, nous ferons des choix responsables. Vous savez, moi j'ai appartenu à un gouvernement de Lionel Jospin. La gauche a géré avec beaucoup de raison. Elle a délimité et réduit les déficits. Donc je n'ai pas de scrupule à vous dire que tout ça sera fait d'une manière très responsable par le gouvernement de la France. Très bien. En tous les cas, sur le plan politique pour l'UMP aujourd'hui, Gérard Longuet, c'est l'heure de l'examen de conscience. Ça a commencé. La droitisation de la campagne est critiquée notamment par Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé, entre autres. Et en plus, elle n'a pas payé dans les urnes. Mathilde Bélanger. Après la défaite, c'est l'heure de l'examen de conscience. À l'UMP, certains n'hésitent plus à le dire à voix haute, la stratégie du ni-ni était une erreur. François Baroin a été l'un des premiers à s'insurger contre ceux qui sont allés braconner sur les terres du Front National. Comme lui, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin ou Chantal Joanneau regrettent la dérive droitière de leur parti à l'origine de la défaite. Là, on a une défaite lourde et qui, je l'ai dit depuis le départ, condamne la stratégie de droitisation et le fait qu'on a refusé d'avoir une frontière extrêmement étanche avec les valeurs du Front National. Et ce discours nous a vraiment porté préjudice. On fait les frais de cette stratégie les candidats qui se sont retrouvés des valeurs communes avec le FN. Claude Guéant, Nadine Morano ou encore Valérie Rousseau-Debord ont été sèchement battus. Et sur la quarantaine de membres du collectif Droite Populaire, la moitié ont perdu leur siège. De quoi relancer le débat sur les valeurs du parti. Pour Jean-François Copé comme pour ses adversaires, c'est désormais la priorité. Ça s'appelle revenir aussi à l'esprit de 2007. Parce qu'il y a eu tout ce travail de fond qui avait été mené par Nicolas Sarkozy avant 2007 et on a un travail de reconstruction très important qui nous attend. Ce sera l'objet du congrès du parti en novembre prochain qui verra l'élection d'un nouveau secrétaire national. En attendant, la première étape de cette refondation se jouera mercredi matin avec l'élection du président du groupe à l'Assemblée. Alors Gérard Longuet, est-ce que vous pourriez faire un mea culpa ce soir ? Pas du tout, parce que j'ai regardé les résultats circonscription par circonscription et je constate qu'il y a un vote régional en France et que le vrai problème de l'UMP, et d'ailleurs de la vie politique française, c'est qu'elle devient maintenant très segmentée selon les territoires. En gros, vous avez le nord, l'est et le sud-est de la France qui ont une analyse de notre société et le sud-ouest au sens large et même l'ouest qui ont une analyse différente. Ajoutez à cela une singularité, permettez-moi de le dire, sur les grands pôles urbains où les CSP sont très plus, et ne se comportent pas comme la France moyenne. C'est une interrogation pour l'UMP, mais ça n'a rien à voir avec la position à l'égard du Front National. Je voudrais d'ailleurs vous donner quelques exemples concrets sur ce que vous avez cité. 3 exemples. Vous avez cité Claude Guéant. Il a été en effet battu courtement par un autre candidat de droite parce que son parachutage n'était pas ressenti comme une nécessité par les électeurs UMP du département de Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt est à droite, on n'avait pas besoin de sauveur suprême et les électeurs ont réagi contre en disant on a un brave gars du terrain. Madame Rousseau-Debord a été battue, Valérie est une amie, elle a été battue à Nancy, elle a toujours condamné toute forme d'alliance avec le Front National. Quant à Nadine Morano, dans une circonscription assez différente... Elle a parlé de valeurs communes. Elle s'est adressée à ceux des électeurs du Front National qui ont des valeurs communes, et c'est d'ailleurs tout à fait vrai qu'à l'intérieur des électeurs du Front National, comme vous avez un groupe, un électorat qui varie selon les cas de 5 à 20% de l'électorat, vous avez des recoupements. Et vous ne pouvez pas désigner globalement
15, 20, 25% des électeurs en disant ce sont tous des pestiférés. Et je confirme ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas vous adresser à 20% des électeurs français, voire à 49,9% à un moment. Des électeurs ou du parti? On parle des électeurs. En élection, on parle des électeurs. Il n'y a jamais eu de discussion avec le parti pourquoi aujourd'hui, et avec la direction. dans le monde, Alain Juppé juge utile de rappeler avec force qu'il y a incompatibilité des valeurs et des programmes. Mais Alain Juppé a raison d'ailleurs j'ai lu son article aussi, essentiellement sur l'Europe et sur l'économie. Et il a parfaitement raison. Ce que je reproche au Front National, c'est de proposer des solutions absurdes, mais il parle des valeurs sabres aussi. de bois. Il parle de l'antisémitisme. Non, il parle de l'islamophobie. Oui, et il parle de la xénophobie. Et nous sommes évidemment hostiles à la xénophobie. Et évidemment, on ne va pas être islamophobe. Je n'ai d'ailleurs pas compris que M. Collard soit publiquement xénophobe et qu'il soit publiquement islamophobe. Et je pense que madame, il faut faire très attention. Moi, je ne défends pas du tout le Front National. Je constate simplement que le père de Marine Le Pen, Jean-Marie, était plus facile à isoler parce qu'il jalonnait son discours de provocation inutile, dangereuse, grossière et insupportable. Sa fille ne le fait pas. Sa petite-fille ne le fait pas. Monsieur Collard ne le fait pas. C'est donc pour la droite, et peut-être pour la gauche dans certains cas, une compétition beaucoup plus difficile. Vous dites que la droite populaire a eu des difficultés, peut-être aussi parce qu'elle était dans des circonscriptions plus difficiles. Mais je prends un seul exemple, le Rhône, pour vous montrer que c'est géographique. Dans le département du Rhône, il y a des UMP dont on peut dire qu'ils sont à droite, tous ont été réélus. En revanche, dans le sud-ouest, Mme Barège a été battue, M. Garot a été battu. Je pense que profondément, l'UMP n'est plus capable d'offrir une image nationale. Et c'est une véritable interrogation pour elle. En Bretagne, si l'on accepte les quelques circonscriptions, notamment le formidable travail de Pierre Ménury, qui a admirablement réussi sa succession, tous les autres départements ont basculé à gauche. Ce n'est pas un problème de Front National, c'est vraiment un problème d'image de l'UMP. Je termine en un seul mot. Il manque à l'UMP l'héritage UDF. Voilà, c'est tout. Je voulais vous faire réagir à ce qu'a dit Marine Le Pen aujourd'hui, qui dit que la recomposition politique est bel et bien là, dans notre pays, mais les dirigeants de l'UMP refusent de la voir. Est-ce qu'elle dit vrai, Marine Le Pen? Non, elle prend ses désirs pour des réalités. Jean Glavany, une réaction à ce débat? Ce qui est sûr, d'abord, et peut-être c'est avantage pour vous. Je me garderais bien de donner des leçons, ou encore moins des conseils, ou pas plus des conseils. Toujours, vous savez. Après tout, vous avez géré vos relations avec le Parti communiste pas trop mal, puisque vous l'avez fait disparaître, et vous avez accepté Mélenchon dans des conditions positives, vous avez pris ses voix et pas ses élus. Oui, ce que je veux dire, c'est que... Donc on apprend beaucoup en écoutant les socialistes. Avant d'être socialiste, je suis républicain. Voilà. Vous avez raison. J'aime mieux la droite républicaine que la droite extrémiste. Moi aussi. Et j'aime pas quand la droite j'ai été battu par le Front National. Et je n'aime pas quand la droite républicaine se compromet avec la droite extrémiste. Donc tout ce que la droite républicaine fera pour s'affranchir de cette influence me satisfera comme républicain. En même temps, je considère que Mme Le Pen, qui a fait, serment de casser la droite, elle peut réussir plus facilement que son père. N'a pas abdiqué toute ambition dans ce domaine. En tous les cas, les questions du nouvelobs.com aujourd'hui portaient sur les ministres communistes. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'entrée de ministres communistes au gouvernement? Et vous avez répondu non, à 66%. Voilà la réponse des internautes, donc du Nouvel Obs. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce journal de lendemain d'élection. On suivra celle qui vous préoccupe désormais maintenant, Jean Glavany, pour le perchoir de l'Assemblée nationale à 22h. Sonia Mabrouk, bonsoir à tous. Merci. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Les 3 thèmes de cette campagne 2012 seront la crise et enfin la crise. La politique, ce n'est pas la guerre civile, a donc dit Xavier Bertrand. Parler de ce printemps du jasmin. Sa victoire, si elle est vérifiée demain, est-ce qu'elle est surprenante? Comment vous jugez son action dans cette tempête? Parce qu'à l'époque, on avait tous ri, aujourd'hui on rit moins. Votre rendez-vous quotidien avec l'information, c'est du lundi au jeudi à 22h sur Public Sénat. Les Calanques, un site à couper le souffle aux portes de Marseille et un parc national tout juste créé. Une concertation bidon. Voilà, en bois. Beaucoup de patience, beaucoup de compréhension et une sacrée endurance physique.
Public Sénat revient sur la loi et la concertation destinée à protéger cet environnement menacé. Ils ont discuté et puis après ils font ce qu'ils veulent. Retour sur la réforme des parcs nationaux, jeudi à 18 h sur Public Sénat.